Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Nzimba, votre rendez-vous bimensuel qui traite de l'actualité des membres du gouvernement. Je rappelle également que notre émission est suivie sur les antennes de Radio Gabon. Nouveau code de la communication, participation aux plus grandes rencontres internationales du secteur de l'économie numérique et dans un mois, le retour de la fête des cultures. Vous l'avez compris, nous recevons sur notre plateau Alain-Claude Bilébidze, ministre d'État, ministre de l'économie numérique, de la communication, de la culture, des arts et porte-parole du gouvernement. Bonsoir Monsieur le ministre. Bonsoir Madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour développer toute cette question, je serai également accompagnée donc, de Prosper Tonda. Bonsoir Prosper. Bonsoir Patricia. Aimé Manix Monjo nous retrouvera en deuxième partie. Vous connaissez le principe de l'émission, il y aura une question débat et vous serez en face à un des opérateurs du secteur de l'économie numérique, Charles Boukinda, de l'agence du Digitech africain. Avant donc de rentrer dans le vif du sujet, Monsieur le ministre, je vais brièvement rappeler votre parcours. Alain-Claude Bilébidze, vous avez 49 ans et demi et déjà une carrière politique bien remplie. Depuis octobre 2017, vous êtes ministre d'État chargé de l'économie numérique, de la communication, de la culture, fonction finalement que vous occupiez déjà lors du dernier gouvernement Onaondo. Jamais loin de la présidence de la République, puisque le chef de l'État, en 2012, vous confie la fonction de conseiller politique. Rappelons que la communication, c'est votre élément, car en 2006, vous faites votre première entrée au gouvernement sous Omar Bongo en qualité de ministre délégué à la communication, porte-parole du gouvernement. Avant cette carrière ministérielle, Alain-Claude Bilébidze, vous étiez déjà dans le secteur de la communication, puisque après vos études de lettres modernes à l'université Omar Bongo, vous avez collaboré au journal Le Bûcheron, à l'agence Globule Communication et l'édile de Libreville, Paul Mba Abissol, vous confie la direction de la communication en 2001 de la mairie de Libreville. Finalement, Alain-Claude Bilébidze, la communication, c'est votre dada? Rebonsoir Madame. Écoutez, chacun en fait le constat. Il y a dans la vie des passions que les gens peuvent soit nourrir, soit rencontrer. Moi, la communication, je l'ai rencontrée. Je l'ai rencontrée sur les bancs de l'université. Vous avez omis de mentionner qu'étudiants, nous avons créé le premier journal littéraire du département de Tam-Tam littéraire, qui a très bien fonctionné avec des copains à l'époque, Imonga Ivanga, Steve Renombo, Joris Berthem ADB, Feu Christian ATB et d'autres. Donc nous avons bien travaillé. La communication, je disais, je l'ai rencontrée par à la fois les nécessités de la vie, mais aussi les études que j'ai menées à l'université. Quand on fait l'aide moderne, on est nécessairement dans des entreprises de communication. Et vous avez mentionné Globule Communication, effectivement, c'était une petite entreprise au départ, mais qui a pris de l'envergure. Et dans le cadre de Globule Communication, nous avons mis ensemble en place des journaux d'entreprise. On a travaillé notamment pour le groupe Sogafrique et nous avons mis en place un journal d'entreprise qui fonctionne encore aujourd'hui, qu'on appelait Ensemble. Donc voilà, je voulais le signifier. Mais toutes les équipes qui m'accompagnent et le ministre délégué, nous sommes honorés de votre invitation. Nous espérons qu'à travers cette émission, nous parviendrons à éclairer les Gabonaises et les Gabonais sur les enjeux de ce votre département département et son rôle dans le développement de notre pays. Alors, Alain-Claude Bilébidze, sans plus attendre, je vous propose d'écouter l'avis de vos concitoyens à propos de vous et de votre département ministériel. Alain-Claude Bilébidze, c'est le ministre d'État, c'est aussi le ministre de l'économie numérique, de la communication, de la culture et des arts. Je crois aussi qu'il est porte-parole du gouvernement. Le ministre Bilébidze, pour moi, je pense que c'est quelqu'un qui fait très bien son travail. En effet, si j'étais un chef d'entreprise, j'aurais besoin de quelqu'un comme lui. Déjà, par le poste de porte-parole qu'il avait, il le faisait très bien. Avoir quelqu'un comme lui dans mon entreprise, je pense que mon entreprise sera
un très bon pourcentage avec un tel porte-parole. Et même en tant que ministre, moi je pense qu'il fait très bien son travail, bien que cela ne plaise pas à beaucoup de gens. Là, c'est déjà des points de vue, je peux dire, politiques de tout un chacun. Hein. Mais il fait très bien son travail, il fait très bien ce pourquoi il a été placé là. C'est un ministre que, en tout cas, depuis qu'il a la communication, il travaille, il essaie de travailler. Il travaille, vraiment il travaille. Je sais que c'est une personnalité politique de la scène actuelle, notamment gabonaise. Je sais qu'il est originaire de la province de Goué-Ibindo. Donc moi aussi je suis quelque part originaire. En fait, la culture est l'un des patrimoines dont nous avons l'héritage par l'ancien gouvernement, à l'époque du président Omar Bongo. Et c'est un événement qui permettait du moins l'expression culturelle de notre patrimoine, ce que nous avons en nous ontologiquement, vu que le Gabon, État fédéral au niveau culturel, se compose de plus d'une cinquantaine d'années. Il est nécessaire, je pense, pour ma part, qu'il y ait un événement qui rassemble toutes ces cultures pour exprimer notre identité nationale, qui est en réalité une identité artificielle. Voilà. Pour ma part, je pense que Gabon Télévision n'améliore pas les programmes et que depuis 10 ans, nous constatons toujours les mêmes programmes et les mêmes séries télé ou les mêmes films. C'est vraiment ennuyant et puis nous voulons vraiment qu'ils puissent reprogrammer les choses et faire en sorte qu'il y ait plus de divertissement, qu'il y ait plus d'attraction au niveau de leur programme. Chacun de nous, en parlant plutôt de nos cultures gabonaises, nous les perdons parce que ça n'existe plus. Il y a beaucoup d'ethnies au Gabon, mais ces ethnies-là doivent faire ressortir, je dirais, leur culture fondamentale. Pour moi, je dirais que c'est une bonne chose. Alors, Monsieur le ministre, vous venez de suivre ce que vos concitoyens pensent de votre action et ils vous attendent. Il y a des défis. Quelle est votre réaction? Bon, vous savez, les opinions se dégagent en fonction de l'action des uns des autres. Des compatriotes se sont exprimés. Je pense qu'il faut considérer le point de vue et se mettre au travail. Il y a énormément d'attentes en ce qui concerne le département ministériel que le chef de l'État et le Premier ministre nous ont confié. C'est un département qui est au cœur de la vie des Gabonaises et des Gabonais. Aujourd'hui, l'économie numérique envahit notre quotidien. Du réveil au coucher, nous sommes envahis par l'économie numérique. Téléphone portable, Internet, ordinateur, c'est l'économie numérique. Nous sommes également au cœur de la question de la communication. Les Gabonaises et les Gabonais ont besoin d'informations. Ils veulent être informés sur l'actualité de leur pays, l'actualité dans la sous-région, l'actualité à l'international également. Et parce que nous n'arrivons pas à remplir cette offre et cette demande, ils s'informent auprès des autres diffuseurs que nous. Et il faut travailler à combler ce vide. Mais les Gabonaises et les Gabonais sont également désireux de rencontrer leur culture. Et là aussi, la culture, c'est un ciment social. La culture, c'est le quotidien des uns et des autres. La culture, nous en sommes producteurs actifs ou passifs, mais nous en sommes de toute façon consommateurs. Alors, si nous n'avons pas de production culturelle qui nous soit propre, malheureusement, la nature ayant horreur du vide, notre espace culturel va être envahi par des cultures venues d'ailleurs et qui ne sont pas nécessairement en phase avec les valeurs que nous voulons porter et que nous voulons proposer à la nation. Donc, c'est un département ministériel qui paraît vaste, mais en réalité qui est totalement en phase avec les objectifs qui lui ont été assignés et encore une fois qui est au cœur de la vie quotidienne des Gabonaises et des Gabonais. Pendant 90 minutes, Alain-Claude Bilébizé, vous allez avoir l'occasion de développer et également nous allons aborder plusieurs thématiques. Et je propose donc déjà à Prosper Tonda d'aborder la thématique à propos de votre réforme et institution. Très rapidement, Patricia. Bonsoir, Monsieur le ministre d'État. Bonsoir. Nous allons parler des réformes qui ont été engagées dans le domaine de la communication. La RTG 1 et la RTG 2 ont rendu leur tablier, n'existent plus.
elles ont été remplacées, disons, les structures ont fondu, elles ont été remplacées par Radio Gabon, Gabon Télévision, Télédiffusion du Gabon. Mais ce sont des structures, monsieur le ministre d'État, qui peinent à fonctionner avec des subventions qui ne reflètent pas la physionomie de ce nouveau département qui est en train de prendre l'envergure compte tenu de l'amélioration, de la qualité de l'offre que l'on voudrait proposer au grand public. Tout à l'heure, nous avons suivi la réaction de vos compatriotes. Monsieur le ministre, qu'est-ce qu'il en est de cette réforme? N'a-t-on pas mieux la charrue avant les bœufs? Ou alors la réforme se poursuit ou elle ne se poursuit pas? Arrêtons la langue de bois. Disons le tout net. Qu'est-ce qui se passe? La première chose, monsieur, vous avez suivi l'élément que nous venons de regarder. Vous avez des compatriotes qui ne sont pas satisfaits de l'offre télévisuelle des médias publics. C'est un fait. Eux le disent, chacun le constate, et ce fait, il faut que ça change. Il faut améliorer l'offre télévisuelle en termes de contenus éditoriaux, mais également en termes de programmes de divertissement. Parce que dans la mission de service public qui est la nôtre, il s'agit, et vous le savez comme moi, d'informer, d'instruire et éventuellement de divertir. Donc ces trois axes fondamentaux, il faut pouvoir les développer et parvenir, avec la réforme qui a été mise en place, à faire en sorte qu'effectivement il y ait une offre télévisuelle en matière d'information, une offre télévisuelle en matière de divertissement, une offre télévisuelle en matière de culture, art, etc. Nous en parlerons. La réforme était une nécessité. Nous ne pouvions pas faire autrement que de passer par la réforme. Vous avez évoqué RTG 1, RTG 2, qui étaient les directions générales du ministère de l'Information déjà, et ensuite du ministère de la Communication. Direction générale attachée au secrétariat général du ministère. Il était devenu indispensable de faire en sorte que des entités autonomes soient créées. C'est le sens de la réforme qui a été mise en place, et je pense que d'avoir décidé cette réforme a été une très bonne chose. Mais ça fait déjà presque 10 ans. Absolument, mais vous savez... Et ça dure. Bien sûr, et mais ça peut encore prendre 5 ans, ça peut encore prendre 10 ans. Ce qui est essentiel, c'est de se dire la réforme était une nécessité. Il a donc fallu passer par les étapes, d'abord législatives et réglementaires. Ces étapes ayant été accomplies, nous sommes ensuite passés par la création, proprement dit, des entités. Ces entités sont aujourd'hui en fonctionnement, mais ne marchent pas encore comme l'aurions souhaité, parce qu'il manque 3 éléments fondamentaux. Le premier élément, c'est la ressource humaine, capable de porter la réforme. Nous avons aujourd'hui une entité comme Gabon Télévision, une entité comme Radio Gabon, où il y a des personnels qui ont été formés. Mais très franchement, ce sont des personnels qu'il faut continuer à former. La formation sortie des écoles est une chose, mais il faut maintenir la formation continue pour s'adapter aux évolutions technologiques intervenues dans votre secteur et qui sont des évolutions fulgurantes et importantes. Il faut s'adapter. La seconde chose, c'est effectivement les moyens matériels et financiers. La réforme ne s'est pas accompagnée des outils indispensables à ce que les entités se développent convenablement. En ce sens que, si je prends le budget pour comparer de Gabon Télévision, il y a à peine 3 ans, il était d'un peu plus d'1 milliard. 3 ans après, il aussi en dessous de 300 millions. Ça veut dire que nous n'avons pas donné à cet outil les ressources financières indispensables pour remplir ces missions de service public. Il faut donc y travailler. Et nous avons commencé à travailler, à trouver des solutions. C'est la faute du gouvernement. Le troisième élément qui manque... Vous reconnaissez au moins que c'est la faute du gouvernement. On va en discuter. De ne pas avoir donné les moyens. On va en discuter. Vous n'êtes pas procureur, vous êtes journaliste. Non, non, non. Bien. Je ne fais que des constats. Bien, on va en discuter. Le troisième élément qui manque, c'est effectivement un écosystème. L'écosystème que la réforme induisait signifie que la chaîne de télévision publique devient diffuseur et est responsable de ce qu'on va appeler les programmes d'information. Les autres programmes de divertissement doivent relever en réalité de production indépendante, de production autonome, parce qu'un écosystème doit être créé. Cet écosystème n'est pas encore créé, il faut le créer. Le gouvernement a pris conscience de cela. Et c'est pour cela que le gouvernement a autorisé que dans le cadre du nouveau code de la communication, il y ait la mise en place de cette redevance audiovisuelle, qui était attendue des communicateurs depuis des décennies. Depuis 30 ans. Bien. C'est maintenant quelque chose qui a été introduit dans le texte de loi. Nous avons travaillé avec les services du ministère du Budget et de l'Économie, et je tiens à remercier mes collègues ici qui ont fait diligence pour que de la parole à l'écrit et de l'écrit à l'acte, on parvienne effectivement à introduire cette redevance audiovisuelle qui va devenir une réalité grâce au chef de l'État. Oui, mais quand vous dites, monsieur le ministre d'État... On va aborder la redevance un peu plus tard. C'est indispensable. Puisque le ministre d'État a anticipé, on va y aller. Non, vous ne pourrez pas comprendre
la réforme dans son ensemble si on n'aborde pas la question des ressources financières indispensables à la réforme. Et ces ressources financières, soit c'est le budget général de l'État qui les dégage, soit c'est d'autres ressources que l'État va chercher. Et les moyens financiers de l'État étant aujourd'hui contraints, l'État trouve d'autres mécanismes. Et la redevance est un des mécanismes trouvés par l'État pour pouvoir supporter la question de la réforme et la mise en place des outils indispensables à l'aboutissement de cette réforme. Maintenant, l'autre question que vous posez, et qui m'a été posée à plusieurs reprises par les syndicats et les partenaires sociaux, c'est la disparité qui existe entre les catégories de personnel, entre la direction générale et ses différents responsables et les autres agents. Et les agents de Gabon Télévision, comme ceux de Radio Gabon, nous disent « mais la réforme ne nous apporte rien, puisque d'un côté, on a la hiérarchie qui est rémunérée selon les décrets qui ont été pris en 2010, et on a le reste qui n'est pas du tout pris en compte. Nous leur disons, là, on s'écarte un peu de la question. Ça fait partie de la réforme. Non, oui, c'est la réforme, mais on en parlera un peu plus tard. Très bien. Puisque là, il est question vraiment d'aborder le pan. Vous avez évoqué le pan de la redevance. Vous faites des questions sur les réponses, je vous subis. On suppose que la redevance, telle que vous avez décrit tout à l'heure, va résoudre le problème de financement. Est-ce que vous confirmez que cette redevance-là vient résoudre les problèmes de financement qui se posent à ces trois entités? Non, la redevance ne vient pas résoudre. La redevance est une partie de la solution. L'autre partie de la solution, lorsqu'on met en place des outils, on dit telle entité a une autonomie de fonction et une autonomie de gestion. Ça veut dire que l'entité doit être capable de générer ses propres ressources. Il faut donc lui en donner les outils et les moyens. La redevance est un des outils. Ensuite, dans la réflexion globale qui a été menée, il s'agit de faire en sorte que les entités disposent d'outils capables d'aller chercher les ressources financières à l'extérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut des programmes attractifs. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une direction commerciale plus agressive, mieux outillée, avec des personnels plus qualifiés pour aller rechercher des contrats et des partenariats avec des entreprises privées qui veulent faire de la publicité ou qui veulent avoir de la visibilité sur des antennes publiques. Mais ça veut dire que derrière, il faut qu'il y ait des programmes de qualité. Donc il y a un lien entre la redevance qui doit permettre d'avoir des programmes de qualité et l'aspect marketing de l'entité qui doit aller chercher de nouveaux marchés. Donc, ceci étant dit, il y a des efforts à faire de part et d'autre. Le gouvernement fournit des efforts pour aller rechercher des ressources financières. Il va falloir que les entités fournissent des efforts pour avoir des programmes de qualité, pour avoir de l'attractivité au niveau des antennes publiques, parce que nous subissons une concurrence effrénée. Absolument, monsieur le ministre. Et si nous n'avons pas d'offres de qualité, vous n'allez pas regarder Gabon Télévision par patriotisme. On regarde Gabon Télévision parce qu'il y a à propos de ces programmes de qualité, et je tiens à souligner ce que vous dites et que le public et les auditeurs qui nous écoutent, il s'agit effectivement parfois d'une question de fond, parce que les moyens n'étant pas toujours disponibles, avec cette productivité qui devrait être attractive et se mettre aux normes internationales. On peut en débattre. Il y a effectivement des questions de moyens. Il y a aussi des questions de volonté, de savoir-faire. Je suis désolé, la production du journal télévisé ne nécessite pas autant de moyens que cela. C'est des choix éditoriaux. Et là, les choix éditoriaux qui sont faits ne sont pas forcément pertinents dans la question de la programmation, de la fabrication du journal télévisé. Moi, je vous le dis, et je peux le dire à la télévision puisque je vous le dis régulièrement. Donc, c'est un effort que nous devons tous faire parce que la première concurrence commence au journal télévisé. Et si on n'a pas un journal de qualité, que ce soit Gabon Télévision, la principale chaîne publique, ou Gabon 24, si on n'a pas de programme de qualité, malheureusement, le téléspectateur ira chercher l'information ailleurs. Juste au niveau de la fabrication, comment le journaliste fait-il ou l'équipe de reportage fait-elle pour aller couvrir un événement qui se trouve à Batouala, à Bakwaka, dans le Goïvindo, à Revoma, dans le Moyen-Ogooué, oui. À Mamidi, dans le Haut-Ogooué? Comment on fait pour aller là-bas? Oui, vous voyez, nous posons les vrais problèmes qui concernent notre pays. Et comme d'habitude, vous prenez l'exemple qui vous exonère. Avant l'information de Batouala, comment traite-t-il l'information de Libreville? Là, il n'y a pas besoin d'avoir un billet d'avion, il n'y a pas besoin d'avoir un billet de train sur Libreville. Comment traite-t-il l'information sur Libreville? Il faut avoir la voiture, le carburant, mais il faut aussi qu'on ait le papier. Aujourd'hui, c'est presque la paupérisation du secteur. Vous êtes bien d'accord avec nous, monsieur le ministre d'État?
Vous savez, ce que vous dites aurait pu être acceptable si des entités plus petites... Mais on le constate quand même au quotidien. Mais laissez-moi répondre. Oui. Si des entités plus petites que la vôtre, moins outillées que la vôtre, ne faisaient pas de meilleure qualité que vous. C'est ça le vrai problème. C'est qu'on a aujourd'hui sur la place de Libreville des entités moins bien outillées que vous, à la fois en termes de ressources humaines, de ressources financières, de ressources matérielles, et qui rendent un meilleur résultat que Gabon Télévision. Il faut s'interroger. Arrêtons de voir toujours la difficulté matérielle. Interrogeons-nous sur la question du contenu éditorial, la manière dont le journal est fabriqué. Moi, je ne suis pas rédacteur en chef à Gabon Télévision et je ne rentrerai pas dans la question de la fabrication du journal. C'est votre métier. J'observe simplement, comme ministre en charge de ce département ministériel, que malheureusement, nous n'avons pas encore l'offre indispensable qui ferait que finalement les Gabonais se disent « nous avons un journal de qualité, nous avons une offre télévisuelle de qualité ». C'est un constat. Arrêtons ensuite de chercher la faute à X, Y, Z. Le gouvernement prend conscience des difficultés financières. C'est pour ça qu'il y a la redevance audiovisuelle qui est mise en place et qui va permettre de résoudre en partie ces difficultés. Le gouvernement prend conscience des difficultés en faisant en sorte que nous parvenions, et je l'avais proposé, à mettre en place une vraie direction commerciale. Mais la direction commerciale nous répond, parce que je l'ai interrogée, elle nous répond, mais monsieur le ministre d'État, nous avons du mal à vendre auprès des opérateurs économiques un programme qui disparaît d'antenne du jour au lendemain. Donc on a un problème de grille de programme qui soit fixe et qu'on se dise tel jour à telle heure il y a telle émission. Donc ça c'est indispensable. Et tous ensemble, nous allons trouver des solutions. On trouvera des solutions et le même problème, sinon avec beaucoup plus d'acuité, se pose également pour l'agence gabonaise de presse. Là, ce ne sont pas seulement des mauvais professionnels, mais là, c'est carrément, on va dire presque la honte du pays, une agence gabonaise, une agence de presse. On sait le rôle qu'elle joue en termes d'information locale, en termes d'information nationale. Et le même problème se pose également pour Africa numéro 1, qui a été le fleuron du Gabon, l'image du Gabon à l'international. Mieux, certains confrères africains pensaient que le Gabon avait inventé le journalisme. Monsieur le ministre, que dites-vous? Africa numéro 1, l'agence gabonaise de presse, Radio Gabon, ce sont des outils publics. Africa numéro 1 est un autre pan, on en parlera. J'ai reçu le lundi 8 l'agence gabonaise de presse autour de la question de comment on réforme l'agence gabonaise de presse, comment on la remet à flot. Effectivement, l'information du Gabon auprès des médias publics et privés doit être fournie par une agence. Il faut aujourd'hui que cette agence s'adapte aux évolutions. L'agencier aujourd'hui utilise les outils modernes, notamment le numérique. Les utilise pour récolter l'information, la traiter, la mettre à disposition du public. Donc vous ne pouvez plus, en 2017, traiter l'agence comme on l'a traité en 1960. Donc il faut s'adapter, il faut des évolutions. Et nous avons discuté avec la hiérarchie, la direction générale et le PCA de l'agence gabonaise de presse. J'attends un programme définitif. Il y a déjà un premier programme qui a été fourni pour qu'à nouveau, l'agence soit présente dans les 9 provinces, notamment dans les chefs-lieux ou les capitales provinciales, que l'agence soit présente pour fournir l'information du Gabon, qui ne concerne pas que Libreville, l'information de l'arrière-pays, et qui n'est pas que l'information du préfet. Là aussi, les questions d'un problème qui n'est pas que l'information du préfet. Oui, bien entendu. Technique, puisqu'ils sont en face du ministre également de l'économie numérique pour avoir une agence gabonaise de presse moderne. Il s'agit de réorganiser. Il s'agit premièrement de repositionner au niveau des capitales provinciales l'agence gabonaise de presse, en mutualisant avec les stations provinciales de radio, là où ça existe, en mutualisant avec les autres services du département ministériel, et en faisant en sorte que les outils qui existent à l'économie numérique, grâce notamment à la NINF, parviennent effectivement à servir de support et de soutien à l'agence gabonaise de presse. Il faut une mutualisation et nous allons y travailler. Mais à côté de cela, et M. Tonda l'a dit, il faut des moyens roulants. Et il y a un premier programme qui a été proposé avec l'achat de véhicules, avec l'achat de petits équipements. Nous étions autour de 200 à 300 millions de francs qu'il fallait rechercher. Donc pour moi, il ne s'agit pas d'abord d'un problème budgétaire, il s'agit d'abord de poser la question de l'organisation. Une fois qu'on a posé l'organisation, on recherche ensuite les ressources financières liées à l'organisation. Mais il faut toujours, derrière l'organisation, mettre en place la rentabilité éventuelle. Parce qu'aujourd'hui, l'agence doit rechercher, sinon la rentabilité, au moins l'équilibre. Ça veut dire que lorsqu'on dépense 2 millions de francs pour le fonctionnement d'une agence en province, il faut qu'elle soit capable de ramener au budget de l'État, au trésor public, 200 000 francs, 300 000 francs. Il faut toujours une contrepartie.
Et la question des contreparties va de plus en plus être posée, y compris aux entités de services publics. Mais avant la contrepartie, il faut qu'en amont, l'on mette les moyens pour que cette contrepartie-là vienne par la suite. Africa numéro 1, c'était une fierté, pas seulement gabonaise, une fierté continentale. Et Africa numéro 1, aujourd'hui, encore sur la place de Paris, fait la fierté des Africains. Supporté aussi la place de Paris par Afrique Média. Africa numéro 1, monsieur, a été un fleuron correspondant à la technologie de son époque. Africa numéro 1 n'a pas su s'adapter aux évolutions qui sont intervenues. Mais les zones courtes ont été abandonnées du fait des évolutions. D'être resté sur les zones courtes pendant 15 ans, alors qu'il y avait la révolution à la fois de la FM et du numérique, a fait qu'Africa numéro 1 n'a pas suivi. Donc c'est un premier problème. Ensuite, il y a eu la solution par la privatisation. On a cédé Africa numéro 1 à un partenaire libyen. 52% de parts, l'État gabonais a conservé 35% et les privés gabonais 13%. Aujourd'hui, le constat est fait que l'actionnaire libyen est défaillant. Le constat est fait qu'Africa numéro 1 est en déshérence. Mais le chef de l'État donne des instructions claires. Il faut faire en sorte qu'Africa numéro 1 soit restructurée. La restructuration qui a été engagée en 2011, il fallait 10 milliards de francs pour relancer Africa numéro 1. On n'a pas pu les mobiliser. Mais de 2011 à ce jour, c'est 11 milliards de francs qui ont été décaissés des caisses de l'État pour payer les salaires d'Africa numéro 1, pour payer le fonctionnement d'Africa numéro 1. À tel point qu'aujourd'hui, ce que l'État a mis à Africa numéro 1 est beaucoup plus important que la participation au capital d'Africa numéro 1 de la partie libyenne. Donc, j'ai demandé que soit tenu très rapidement un conseil d'administration pour régler, la question juridique du statut d'Africa numéro 1. Il faut régler ce problème avant d'entamer la suite d'Africa numéro 1. Donc, voici la situation qui est celle d'Africa numéro 1 aujourd'hui. Et je ne parle pas de Moyabi, qui est à l'abandon du fait de la vétusté des équipements. Ça veut dire tout simplement que le Gabon n'a pas anticipé sur l'évolution technologique. Et on va le voir avec l'économie numérique qu'on est toujours dans la même option. Je suis désolé, sur l'économie numérique, le Gabon est en avance. On verra. Nous allons pouvoir aborder également une question d'actualité. Il s'agit du code de la communication. On se retrouve après ce focus. Tournons les pages du journal officiel numéro 317 bis du 22 septembre 2016 et relevons quelques points saillants de ce code de la communication. Les activités de communication sont libres sous réserve du respect de l'ordre public. Toutes les entreprises doivent être constituées en sociétés de droit gabonais ou groupes d'intérêt. Toute censure en dehors des cas prévus par la loi constitue une violation des droits de l'homme. Délai de 48 heures pour les droits de réponse, ramené à 12 en période électorale. L'article 15 important, ne peuvent être propriétaires ou dirigeants d'une entreprise, le président de la République, les membres d'une institution constitutionnelle, mais aussi les membres du gouvernement, les agents de l'État et des collectivités, les magistrats, les dirigeants des établissements publics et des autorités administratives indépendantes, les agents des forces de défense et de sécurité, les salariés d'une entreprise publique ou parapublique de com et encore les membres du directoire d'un parti politique. Article 16. Toute personne jouissant d'une immunité de juridiction ou résidant hors du Gabon ne peut assurer les fonctions de directeur de publication, de producteur, de diffuseur ou d'auteur de manière régulière. Article 42. Le journaliste ne peut être contraint à accomplir un acte ou à exprimer une opinion contraire à sa conviction ou à sa conscience professionnelle. Il n'est pas tenu de révéler ses sources en dehors des dérogations prévues par la loi. Article 45, le pseudonyme a un seul pseudo autorisé et il doit être déposé auprès de l'autorité de régulation. Tiens, voilà encore du nouveau 54. Le professionnel de la communication numérique est soumis aux mêmes obligations que le journaliste, mais il doit veiller en plus à se conformer à la loi sur la protection des données à caractère personnel. Important articles 167 et 168 qui touchent au financement, la création d'un fonds d'aide et de soutien et la mise en place d'une redevance audiovisuelle et cinématographique due par les opérateurs du secteur et par toute personne physique disposant d'un terminal numérique. La responsabilité enfin, l'éditeur, l'imprimeur, le producteur, le distributeur, l'hébergeur ou le diffuseur sont solidairement responsables des délits commis en matière de communication. Les sanctions, elles sont administrative, suspension de parution, etc., mais aussi pécuniaire, de 500 000 francs à 10 millions.
Alain-Claude Bilebidze, ce nouveau code de la communication, de nombreux articles, une nouvelle réforme, qu'est-ce que ça représente? D'abord, ce code de la communication était une nécessité. C'était une demande des professionnels, à la fois du secteur, mais également une demande des autorités publiques. C'était donc une nécessité. Ensuite, c'est un code qui, de notre point de vue, représente d'importantes avancées. C'est un code qui réaffirme les grands principes du journalisme. L'interdiction de la censure, donc au Gabon, la censure est interdite, sous quelque forme que ce soit. La protection des sources, aucun journaliste n'est tenu de révéler ses sources, sauf dans des cas prévus par la loi. Et la loi précise les cas dans lesquels le journaliste peut être amené à divulguer ses sources. Le droit à l'information. Le journaliste, dès lors qu'il est porteur d'une carte de presse, et là, dans le code, on confirme la Commission nationale de la carte de presse. Donc, dès l'instant où un journaliste est porteur d'une carte de presse délivrée en bonne et due forme, il a le droit d'avoir accès à l'information parce que le droit à l'information est un droit de l'homme, c'est un droit constitutionnel. Donc, cela réaffirme les grands principes. Le droit de réserver, de garder ses sources. Cela confirme les grands principes du journalisme. En même temps, c'est un code qui fait un grand pas par la question de la dépénalisation, qui fait d'ailleurs débat, puisque j'ai des collègues membres du gouvernement, j'ai des magistrats que je rencontre, des avocats, qui me disent « nous sommes allés trop loin, il ne fallait pas dépénaliser », mais le chef de l'État a tenu à ce que ce soit dépénalisé, et c'est acté, c'est fait. Et ensuite, on rappelle un certain nombre d'incompatibilités qui me semblent logiques et que le législateur a tenu à réaffirmer dans le code de la communication. Il est interdit au chef de l'État d'être propriétaire d'un organe de communication, aux membres du gouvernement, aux membres des institutions. Cela me paraît tout à fait indispensable. Bon, ensuite, si vous voulez, il y a les grands principes universels qui sont rappelés, et puis il y a la question de la résolution de certaines difficultés liées notamment au financement de l'activité, d'où le fonds d'aide et en même temps la redevance. Donc voilà, schématisé de mon point de vue, ce code de la communication. Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde que le Conseil national de la communication? Le code actuel a d'abord été adopté sous forme d'ordonnance. L'ordonnance n'a pas été ensuite ratifiée au Parlement, nous sommes repartis. Nous avons recueilli les avis des uns et des autres et nous avons refait le circuit d'adoption. Aujourd'hui, dans la question de l'élaboration des décrets d'application, une dizaine de décrets sont en cours de finalisation et le CNC a désigné un responsable qui travaille avec des équipes du ministère pour l'élaboration des décrets d'application. Nous travaillons en parfaite harmonie sur le sujet, même si j'ai pu observer quelques dissonances de la part de quelques conseillers membres qui se sont répandus dans la presse, mais voyez-vous, on ne refait pas le monde. Oui, mais il y a quand même quelque chose, il y a quelques articles dans ce code qui posent quand même matière à interrogation. Prenons l'article 40, est journaliste toute personne qui fait de la collecte, du traitement et de la diffusion. Monsieur le ministre, cette définition peut paraître dangereuse, parce que tous ceux qui travaillent à l'hôpital général ne sont pas tous des médecins. Vous avez mal lu le code. Ah, nous avons mal lu, oui. Mais pourtant il est bien là. C'est vrai qu'on le... Oui. Oui, allez-y. Oui. Ensuite, vous avez l'article 44. Qui dit quoi? Alors, l'article 44, là, je vais vous le lire. Il fait mention de ce que tout journaliste est personnellement responsable de ses écrits. Revenons d'abord à la définition de ce qu'est le journaliste. Le code de la communication définit d'abord le journaliste. Il vous dit comment on accède au métier de journaliste, à la profession. Oui, ça c'est l'accès. Mais la définition de savoir qui est journaliste, ça pose problème. Attendez, on accède à cette profession en étant passé par une école reconnue par l'État, être diplômé d'une école. C'est écrit noir sur blanc. Monsieur le ministre, ça c'est l'accès. Mais là, on parle de celui qui est journaliste. Qui est journaliste? Monsieur, vous me posez une question et permettez que j'éclaire l'opinion. Bien. Parce que comme vous avez la latitude, vous, de vous exprimer dans les micros, pas forcément en face de moi, donc j'entends dire tout et n'importe quoi. Pour une fois que je suis devant vous, permettez que j'apporte de l'éclairage. On définit, si nous posons des questions, on définit ce qu'est un journaliste. Le journaliste est celui qui a été formé dans une école reconnue par l'État. Oui. C'est écrit noir sur blanc dans le code de la communication. Mais légiférer, c'est aussi prendre en compte l'existant. L'existant, c'est aussi que beaucoup accèdent à ce métier par le talent. Beaucoup accèdent à ce métier par la pratique. Et la pratique existe, elle est reconnue dans tous nos textes, dans notre pays. Donc, pour prendre en compte ce qui est dans la pratique, nous avons dit, est journaliste celui qui exerce ce métier, qui collecte l'information, qui traite l'information, qui la livre. Mais attention, pour être reconnu comme tel, il faut avoir passé, pour certains cas, 3 ans, pour d'autres 5 ans,
dans une salle de rédaction où il existe des journalistes professionnels. Et on n'invente rien dans ce domaine. Mais c'est cette phrase-là, monsieur le ministre d'État. Lisez tous les autres codes. Lisez tous les autres codes de par le monde. C'est la pratique dans ce domaine. Je comprends que vous qui êtes sortis par les écoles, vous vouliez tenir les autres à distance et je comprends cela. Non, je comprends cela. Loin de là, loin de là. Je peux le comprendre. Je peux terminer? Oui. Je peux le comprendre. Oui, vous pouvez terminer. Mais il est un fait de par le monde, c'est que nous avons des personnes qui exercent ce métier, qui est d'abord un métier de talent, qui exercent ce métier, qui ont été formés à d'autres choses, à d'autres sujets, et qui ont terminé par le journalisme par passion, et qui ont été de bons journalistes. Vous en connaissez de par le monde. Donc cette définition qui est dans le code de la communication, nous ne l'avons pas inventée. J'ai suivi un débat sur les antennes de Gabon Télévision, le 3 mai au soir, où ce sujet a été posé sur la table, a été évoqué. Je pense qu'il faut relire le code de la communication et bien comprendre. Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui, depuis 10 ans, sont dans les salles de rédaction, de ceux qui, depuis 10 ans, que vous utilisez dans les salles de rédaction comme journalistes, comme reporters? On fait quoi? On les met à la porte? Le code a dit on les intègre. Mais attention, en les intégrant, le code a fixé des bornes. Il faut avoir été suivi dans une rédaction par des journalistes formés, des journalistes sortis des écoles. Et il faut ensuite obtenir sa carte de presse. La carte de presse est l'élément qui fait en sorte que la commission qui s'est réunie et qui comprend des responsables du ministère, des membres du CNC, des responsables des organisations de professionnels, examine les dossiers et valide. Donc ce n'est pas le ministre qui édicte, le code fixe le cadre et il y a ensuite comment la pratique organise la... Nous le savons très bien, mais il ne demeure pas moins que c'est un métier. Alors passons maintenant à l'article 44. Oui. L'article 44 dit ceci: tout journaliste est personnellement responsable de ses écrits et des informations qu'il diffuse. Première chose, monsieur le ministre d'État, le journaliste ne diffuse pas. Il est dans un organe de presse, il est dans une rédaction. Et donc, comment peut-il être responsable de ses écrits dès lors que tout ce qu'il écrit est validé à chaque étape? Est-ce que vous avez lu la charte des journalistes gabonais de 1995? Oui. Cet article est sorti droit de la charte des journalistes. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est dans la charte des journalistes où ils ont écrit que le journaliste est personnellement responsable de ses écrits et de ses caricatures. Ce sont eux qui l'ont écrit. Ça, c'est au plan moral. Non, mais attendez. C'est au plan moral. Mais dites-le à vos confrères qui ont fait cette charte et qui ont demandé à ce que cette charte soit prise en compte. Donc, ce n'est pas moi qui ai inventé cet article, ce n'est pas le législateur. C'est la charte des journalistes qui a édicté cela. Et donc, allez consulter la charte. Vous savez. Est-ce que ça n'arrange pas le législateur d'avoir justement ce texte, de voir que c'est une faille des professionnels eux-mêmes et moi, je vais exploiter ça? Lorsque vous lisez le code de la communication, il y a plusieurs niveaux de responsabilité. Il y a la responsabilité individuelle du journaliste, mais issue de la charte des journalistes eux-mêmes. Il y a la responsabilité de l'éditeur pour ce qui est la presse écrite, ou alors de l'entité qui emploie le journaliste, donc Gabon Télévision, Radio Gabon et d'autres. Et il y a ensuite l'article 180 qui a parlé d'une responsabilité solidaire, si vous voulez, on va en reparler. Donc, cela, si la loi, l'application de la loi était automatique, il y a longtemps qu'on aurait inventé des robots pour appliquer la loi. La loi, elle est appliquée par des magistrats qui regardent et qui vérifient. C'est le droit. Et ils vont donc évaluer en fonction des circonstances la responsabilité de chacun dans ce qui est mis en cause. Donc là-dessus, nous n'avons rien inventé. Et encore une fois, il faut que les Gabonais le comprennent. Ce code n'a pas été écrit par Billy Bizet dans sa chambre. Ce code a été élaboré par des professionnels de la communication. Ce code a suivi toutes les étapes d'adoption d'une loi. Il est passé par le Conseil d'État où nous avons défendu ce code. De nombreux articles ont été réécrits grâce à l'éclairage du Conseil d'État. Nous sommes ensuite allés devant les deux chambres du Parlement proposer ce code. On l'a défendu dans les deux chambres du Parlement. Donc, ce code n'est pas une émanation de Billy Bizet. C'est un code qui est conforme à la pratique journalistique de par le monde, mais également à l'expérience gabonaise. Si les lois n'aidaient pas à résoudre les problèmes d'un pays, il ne servirait à rien d'édicter les lois. Donc ce texte, il est fait également pour régler les problèmes auxquels nous sommes confrontés dans notre pays. Et voilà pourquoi il a été adopté par le Parlement. Il est temps, monsieur, de parler également du secteur de l'économie numérique. Je vous propose de suivre ce reportage et de voir tout ce qui se passe. Du
chant du coq à la nuit profonde, osons une journée en tout numérique. Équipement de base, un smartphone ou une tablette connectée et pour ne pas trop se ruiner, un petit forfait 100 mégas à 1000 francs de chez Gabon Télécom. Au premier café, surfons sur les infos en ligne. Quelques pages vite lues et hop au travail. On sait que les parents suivent les bulletins de notes sur Scientia et pour le CV qu'on enverra via Job Gabon, il vaut mieux qu'il soit bon. On bosse dur pour s'inscrire dans l'avenir en profitant des conseils et des avantages de la plateforme gabonaise d'orientation ELAM. Scientia, ELAM, 2 services numériques gabonais présentés récemment par le ministère au Salon des technologies de Tunis. Bon, il faut faire quelques courses rapides en utilisant aussi là un des multiples outils de paiement disponibles. Et déjà, pourquoi pas, la plateforme transactionnelle Made in chez nous, e-billing, pour régler en ligne. Shopping virtuel au supermarché sur Click Africa ou pour un cadeau de fête des mères via e-Gabon. Mais attention, là, on repère vite, noyé dans la masse de l'offre, quelques contrefaçons. Le virtuel n'est pas toujours vrai, prudence. Rendez-vous avec un ami dans un bistrot, cherchons l'adresse via l'appli Le Pratique du Gabon et n'oublions pas de prendre les billets du concert de la semaine prochaine avec Tikeo. 2 billets car un ami parisien vient de confirmer par WhatsApp qu'il arrivait très bientôt, sans souci, puisqu'il a eu son visa via le portail e-visa de la DGDI. Vaste est le monde des promesses numériques. Parti comme ça, c'est sûr qu'une fois patron, on fera sa déclaration d'impôt sur e-tax, le portail fiscal gabonais. Il est tard, me reste-t-il quelques octets pour voir un film sur Netflix Gabon? L'économie numérique, c'est le premier pan de votre département ministériel, Alain-Claude Bilebidze. À quelle réalité renvoie cette expression? Déjà, à tout ce que le reportage vient de présenter, nous avons des actes de la vie quotidienne, mais on n'y fait peut-être plus attention, tellement c'est devenu à peu près banal. On peut aujourd'hui payer sa facture SEG depuis son téléphone portable, c'est de l'économie numérique. On peut aujourd'hui, depuis l'étranger, et Dieu sait comment c'était compliqué d'obtenir un visa, maintenant par le e-visa, on parvient à venir au Gabon sans trop de tracasseries administratives. On peut aujourd'hui payer ses impôts grâce au e-tax. Donc tout ceci, c'est de l'économie numérique. Mais ce n'est pas tombé du ciel. Il a fallu travailler, il a fallu poser l'infrastructure numérique qui correspond à cela. Et donc c'est tout un environnement, on parlait plus haut d'écosystème, qu'il a fallu mettre en place. Donc l'économie numérique, c'est une réalité aujourd'hui au Gabon, mais c'est une réalité qu'il faut promouvoir davantage parce qu'on a un challenge là-dessus. Le chef de l'État et le Premier ministre ont demandé à ce que la part contributive du numérique à la richesse nationale soit multipliée par 2 d'ici à 2025. C'est aujourd'hui 5% du PIB. L'objectif est de passer à minimum 10% dans les 5-6 prochaines années. Donc il y a de vrais enjeux autour du numérique. Il y a un vrai potentiel en termes de création d'emplois et de richesses. Et c'est un potentiel qui reste aujourd'hui encore mal connu, mal exploré. Revenons un peu en arrière pour parler du passage des médias gabonais de l'analogie au numérique. L'UIT, l'Union internationale des télécommunications, Monsieur le ministre, avait donné un délai. Ce délai sera-t-il tenu lorsqu'on sait que depuis 2006, le Gabon avait entamé des négociations avec cet organisme? Où est-ce que nous en sommes? Il se trouve qu'en 2006, j'étais jeune ministre délégué à la communication. Ma première mission a été de me rendre à Doha au Qatar où on avait parlé de cette question du passage de l'analogique au numérique. Mais ça fait des années déjà qu'on en parlait et puis Doha a fixé des délais. Bien. Où est-ce que nous en sommes? D'abord, les chaînes publiques se sont adaptées. Elles sont passées de l'analogique au numérique maintenant. Elles se sont adaptées. Il faut maintenant que l'ensemble du pays soit contraint d'y parvenir, d'où la question de la TNT, qui est l'élément qui avait été arrêté par l'IUT pour pouvoir passer au numérique et au tout numérique au niveau de la diffusion des radios, des télévisions. L'État gabonais a recherché un partenariat avec un opérateur. Une convention, un contrat commercial a été signé. Lorsque nous sommes arrivés au ministère de la Communication en septembre 2015, c'est un dossier qui a été suivi par mon collègue de l'économie numérique. Mais ça fait quelques années déjà que ce dossier était porté par l'économie numérique, puisque c'est l'économie numérique qui porte la mission communication. Le contrat commercial a été signé avec un opérateur chinois, StarTimes, voilà, vous le savez. Donc il a été signé simplement en regardant 2 choses. Premièrement, la situation financière du pays aujourd'hui et le coût de ce qui était proposé. Nous avons estimé au niveau du gouvernement que ce coût était trop élevé et en accord avec mes collègues de l'économie,
et de l'investissement privé, nous avons décidé de demander à StarTimes de revoir à la baisse son offre. Pour donner des chiffres simples, le coût de ce projet, c'est 95 milliards de francs CFA. Quand dans d'autres pays, plus vastes que le nôtre, cela s'est fait pour moitié plus, autour de 40 milliards de francs. Nous avons donc estimé qu'il fallait redimensionner le projet, le ramener à un niveau qui soit supportable par les finances publiques, de sorte que le public gabonais n'ait pas à payer trop cher une offre de service fournie par l'État. Donc nous en sommes à ces discussions. Maintenant, pour ce qui est des délais, effectivement, nous avons pris beaucoup de retard, mais nous ne sommes pas les seuls pays en Afrique à avoir pris de retard. Nous avons pris beaucoup de retard et nous espérons simplement qu'une fois qu'on a bouclé avec StarTimes, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait à nouveau un contentieux qui va coûter cher à l'État, nous préférons discuter d'une issue de sortie favorable à l'un et à l'autre, de sorte d'aller sur un redimensionnement. Et si le partenaire chinois restait arc-bouté sur ses positions, nous aviserons. Il y a aussi de grands projets qui ont été en œuvre par le gouvernement gabonais. On parle de la cybercité de l'île Mandji, on parle du cloud. Et depuis quelque temps, c'est le silence d'église, silence de cathédrale. Vous savez, en général, il vaut mieux travailler et parler après. Il y a du travail qui se fait à l'économie numérique. Nous avons beaucoup avancé dans ce domaine. Et aujourd'hui, je vous le dis très, très franchement, aujourd'hui, la place de Libreville a été totalement équipée en fibre optique. Totalement. Absolument. Nous parlons des deux projets-là. On n'en parle plus. Mais le cloud et la cybercité. Vous voyez, vous me posez des questions et vous voulez absolument que je réponde automatiquement à votre question sans donner l'environnement. Permettez que je donne l'environnement. D'accord. Bien. Je vous le conseille. L'environnement, pour parler d'économie numérique, il faut d'abord le cadre institutionnel. Il faut le cadre institutionnel, il faut ensuite des infrastructures. En matière d'infrastructure, nous avons construit l'infrastructure dans sa première phase, qui a été totalement livrée à Libreville et à Port-Gentil. Nous sommes aujourd'hui sur la finalisation, la phase qui part de Libreville jusque dans le Haut-Ogooué du côté de Kabbalah, qui là aussi dans quelques semaines, quelques mois, sera définitivement livrée. Après, on va aborder la deuxième phase de Boué, Abitam et Oyem pour aller rechercher une connexion du côté de la Guinée équatoriale et du Cameroun, parce que la partie sud va jusqu'au Congo. Et la troisième phase ira dans l'est du Gabon pour rejoindre également le Congo. Pourquoi? Parce qu'il s'agit, comme on l'a dit, des autoroutes de la communication. Et ces autoroutes, il faut qu'elles aillent quelque part. Il faut donc qu'elles aillent là où il y a de la rentabilité pour faire le lien avec les autres pays, parce qu'il y a tout un programme sous-régional qui est suivi par les institutions sous-régionales. Donc voici l'environnement. Le cadre législatif et réglementaire. Nous sommes actuellement au Conseil d'État pour défendre 3 projets de loi très importants. Un projet de loi sur la question des communications électroniques, un projet de loi sur les transactions électroniques et un projet de loi sur la cybersécurité. Parce que on a parlé tout à l'heure du e-commerce. Mais le e-commerce, il faut que ça corresponde à un cadre législatif qui sécurise à la fois le consommateur et l'opérateur. Sinon, cela se fait dans l'informel et en cas de difficulté, le tribunal ne saura pas sur quoi s'appuyer pour juger d'un contentieux qui pourrait survenir et qui ne manquerait pas de survenir. Donc voilà le cadre qui est posé. Ensuite, vous parlez de 2 projets. La cybercité, comme vous l'avez appelé, de l'île Mandji. C'est un programme qui a été mené avec un opérateur coréen, Samsung, puisqu'il faut donner des noms. Et cet opérateur coréen, il y a encore quelques semaines, était en mission à Libreville, parce qu'au-delà de la question de la construction de la cybercity, il faut que derrière, il y ait la question de la rentabilité dans la sous-région. C'est cette rentabilité qui a été calculée. Et maintenant, l'opérateur a décidé d'investir au Gabon. Il est donc passé par ma collègue en charge de l'investissement privé et mon collègue de l'économie pour regarder l'articulation de la convention. Parce que tout ministre responsable de ce secteur que je suis, s'agissant là d'un PPP, il y a d'autres départements ministériels qui sont concernés. C'est une activité gouvernementale. Ensuite, vous avez parlé des applications. Bon, parlons d'abord des services. Pour que chacun comprenne, lorsqu'on parle ici d'infrastructure, c'est exactement comme une zone aéroportuaire. Vous avez une piste d'atterrissage où les avions arrivent pour déposer et prendre les clients. Et vous avez l'aérogare. C'est dans l'aérogare qu'il y a les services. Celui qui doit voyager pour prendre un café, c'est un service. Il peut lire un journal, c'est un service. Il peut faire des courses, ce sont des services. Mais ces services-là, ce n'est pas l'État qui les met en place. L'État pose le cadre. Et ensuite, il y a des opportunités pour que chacun se greffe à un écosystème. Et cet écosystème est désormais en place. Et de plus en plus, on a des startups qui s'organisent pour offrir des services. On a parlé du e-visa, on a parlé du e-tax, on a parlé du e-commerce et il y a tous les autres i qu'on peut décliner. Et donc, c'est une réalité aujourd'hui. Alain-Claude Bilébidien, nous ne pouvons pas
en rester là. Il y a aussi le volet culture. C'est ce que je vous propose de suivre tout de suite avec ce reportage. Jour après jour, le calendrier culturel s'enrichit et retrouve sa vraie vocation, celle d'offrir des occasions de se divertir, de mieux se connaître, de s'ouvrir vers l'extérieur, mais aussi vers l'intérieur. Diversité des territoires, des provinces, dans chaque village, toute une histoire. Grâce au service public, Gabon 24, Gabon Télé, les infos circulent mieux et ces derniers mois furent chargés avec le plateau Jeune Création de la Danse, le salon du Livre et des Arts, le jazz de Fred Gassita, la semaine spéciale Gabon-Afrique du Sud et le cinéma avec ses deux pôles que sont les escales d'Oc et le festival de Massoukou. Fin juin, ce sera la fête des cultures, grand retour après l'éclipse, voulu par les plus hautes autorités du pays comme ciment de la société, véhicule des identités et facteur de cohésion. 3 jours pour conjuguer créativité, interactivité, solidarité, oser un carnaval des quartiers et permettre aux Librevillois de retrouver avec plaisir le goût du partage. Avant cela, nous aurons vibré au rythme des percussions caraïbes pour saluer les visiteurs des mondes noirs du monde entier, ces afro-descendants invités dans le cadre de la décennie spéciale des Nations Unies. Le Guoka de Capesté à Guadeloupe se fera entendre à quelques encablures de Capesterias Gabon, des noces en famille. Au Musée national, qui prépare d'ailleurs ses malles pleines de secrets pour un déménagement, on vivra encore une prometteuse nuit des masques. Alain-Claude Bilebidze, la semaine dernière, vous avez présenté l'agenda culturel de votre département qui ambitionne donc d'organiser des événements d'envergure. Dans quelques semaines, ce sera la fête des cultures. Mais il y a quand même un mais, parce que toutes ces activités, tous ces événements devront se dérouler bien quelque part. Et là, il manque réellement d'infrastructures. Dans nos us et coutumes, la culture, c'est d'abord le plein air. Après, il y a des espaces qu'il faut aménager. 2 choses importantes. Nous avons adopté en Conseil des ministres un calendrier annuel des événements culturels. Oui. C'est un outil très important. C'est un outil de pilotage, que nous sachions à l'année qu'est-ce qui va être fait. Et ça permettra ensuite de voir avec nos collègues du budget la programmation qui va être faite en fonction, évidemment, du calendrier adopté. Donc c'est un outil très important qui a été pour la première fois adopté en Conseil des ministres. Ensuite, il y a le programme que nous avons décliné, le ministre délégué et moi-même, s'agissant de la question, par exemple, du mois de mai et du mois de juin, avec 2 événements très importants. Il y a la rencontre des Afro-descendants qui a été édictée par les Nations Unies et qui, pour la première fois, va être célébrée sur le continent africain. Il s'agit simplement de se souvenir qu'il y a plusieurs siècles, une force a été arrachée au continent et dispersée de par le monde. Donc, il y a une diaspora importante africaine et qui a gardé des liens avec le continent. J'aime à évoquer le cas de Gaspard Yanga, ce Gabonais parti en esclavage aux Amériques et précisément au Mexique, et qui, avec d'autres, a créé une rébellion qui a fini par se muer en quelque chose de plus important qu'une simple rébellion, et qui a créé une ville qu'on appelle la ville de Yanga, dans l'état de Veracruz, et qui existe aujourd'hui. Donc nous ferons la démarche pour aller vers l'état de Veracruz, pour ramener à Libreville l'exposition sur Gaspard Yanga. Donc c'est un premier événement qui va être organisé. À côté de cela, avec l'UNESCO, nous allons célébrer la diversité culturelle pour voir comment, à l'intérieur de cette diversité culturelle, il peut y avoir 2 problématiques, la question de la paix et la question du développement durable. Ça, c'est pour le mois de mai. À la fin du mois de mai, nous célébrerons les 30 ans du groupe Mbala, pour ce qui est de la musique. Et le groupe Mbala est un des rares orchestres aujourd'hui qui vit encore au Gabon, qui existe. Et nous allons accompagner cette célébration le 27 mai. Et puis, à la fin du mois de juin, nous n'avons pas baissé les bras. Nous avons contacté un groupe, le groupe Canal, pour ne pas le citer, pour les salles Canal Olympia, qui sont créées un peu partout en Afrique. Nous les avons contactés pour créer 2 salles à Libreville. Et nous avons discuté avec la mairie de Libreville, qui nous a cédé un terrain, avec la mairie d'Akanda, qui nous a désigné un terrain, et la mairie de Port-Gentil qui nous a également désigné un terrain. Et donc, si tout va bien, et si les disponibilités sont réglées à temps, à la fin du mois de juin ou au plus tard au mois d'août, les travaux pourraient commencer. Donc, on répond à cette question-là. Et il ne vous aura pas échappé que nous avons également entrepris de reprendre le cinéma Locomo pour offrir un espace aux artistes, comme le chef de l'État s'y était engagé. Et là aussi, on a discuté avec les propriétaires, un prix a été fixé, et donc là, on est en train de gérer des modalités de paiement.
Alors, qui dit culture, renvoie également à la question des droits d'auteur. Alain-Claude Bullier disait, le bureau gabonais des droits d'auteur a du mal à décoller, ne fonctionne pas vraiment. Non, je crois qu'on n'avait pas une information juste. Le bureau gabonais des droits d'auteur a été mis en place. Il fonctionne. Il fonctionne difficilement, mais il fonctionne. Avec un conseil d'administration, un premier conseil s'est tenu, il y a un directeur général qui est en place, une équipe en place, ils ont des locaux, et là maintenant, ils sont en train d'organiser un travail de terrain pour aller récolter ce qu'il faut pour payer les droits aux auteurs. Mais il ne faut pas le limiter uniquement à la musique. Parce que lorsqu'on parle du bureau gabonais des droits d'auteur, on ne voit que la musique. Mais il s'agit de tous les autres droits, les droits d'auteur et les droits voisins. Donc c'est une direction qui fonctionne, qui existe, qui n'a pas encore la visibilité nécessaire, oui, mais à qui il faut donner cette visibilité-là. Et dans le cas du département qui est le nôtre aujourd'hui, jumelé à la communication, ils vont avoir la visibilité chez les médias publics. Je ne suis pas seule sur ce plateau. Aimé Manix-Monjo nous a rejoint. Bonsoir Aimé Manix. Bonsoir Patricia. Avant d'aborder l'aspect socio-économique, j'avais une question d'actualité. Bonsoir Alain-Claude Bullier-Bizet. L'élection d'Emmanuel Macron aux plus hautes fonctions de la République française, c'est il y a quelques jours. Ali Bongo, le chef de l'État, lui a d'ailleurs adressé ses vives félicitations. Vous, en tant que porte-parole du gouvernement, quelles indications sur les rapports que l'exécutif gabonais va avoir avec la France, au moins pour les 5 prochaines années à venir? Le Gabon entend entretenir des rapports d'égal à égal avec la France, des rapports d'État à État. M. Macron a été élu par les Français pour la France, pas pour le Gabon. Les Gabonais vont avoir avec la France une relation équilibrée et nous espérons une relation gagnant-gagnant, comme on dit. Voilà. Donc pour nous, ce n'est pas un enjeu particulier, c'est un chef d'État comme un autre, mais c'est les Français qui l'ont choisi. Nous respectons le choix des Français et nous discuterons d'égal à égal, d'État à État. Alors, précédemment, vous parliez de l'artiste. Vous pensez qu'on se focalise seulement sur celui qui fait de la musique. Alors moi, j'ai une question à propos justement de l'artiste. Quel est son statut à l'heure actuelle au Gabon? C'est une très bonne question. C'est une question que les artistes eux-mêmes se sont posées. C'est une question que nous nous sommes posés au niveau du ministère. Et c'est pour cela, quelques semaines après notre prise de fonction, nous avons convié les artistes à plusieurs reprises. Et nous avons fini par mettre en place une commission qui a élaboré un texte pour définir le statut de l'artiste. Et ce texte aujourd'hui en circuit, en cours d'adoption, pour définir qu'est-ce que l'artiste. Et une fois qu'on a défini ce qu'est l'artiste, quels sont ses droits, quelles sont ses obligations, quels sont ses devoirs en quelque sorte. Et à côté de l'artiste, il y a eu la définition de 3 types en réalité. On a l'artiste professionnel, donc celui qui ne vit que de son art et de son métier. Nous avons l'artiste amateur qui peut avoir un travail ailleurs et qui le fait à ses heures perdues. Et nous avons naturellement ce qu'on appelle les intermittents du spectacle. Donc toutes ces définitions ont été faites. Et enfin, nous allons avoir un texte de loi qui va définir qu'est-ce que l'artiste au Gabon, qu'est-ce que le Gabon entend par artiste, avec les droits, avec la possibilité de cotiser pour sa retraite, avec la possibilité d'avoir des prestations sociales. Donc voilà, ceci a été fait grâce au concours des artistes eux-mêmes. Alors, on vient de parler de l'artiste gabonais. Mais il y a cette question du statut particulier du journaliste gabonais qui travaille 365 jours sur 365, même qu'en février à 29 jours. Mais à la solde, il n'y a pas de différence entre lui et un fonctionnaire d'une autre administration. Alors est-ce que vous y songez? Parce que c'est l'une des revendications des syndicats du secteur. Est-ce que vous songez à donner au journaliste un statut particulier pour son travail? Mais la question que vous posez est fondamentale. Il y a 2 difficultés majeures. La première, c'est qu'effectivement, au niveau du statut général de la fonction publique, du statut du fonctionnaire, le journaliste n'est qu'un fonctionnaire comme un autre. Il n'a pas un fonctionnement particulier, il n'a pas une rémunération particulière. Ce qui fait en fait que son statut n'est pas bien pris en compte. C'est pour cela que la réforme a voulu faire en sorte qu'il y ait d'un côté les fonctionnaires, de l'autre côté les agents sous statut privé. Et qui permettrait, lorsque Gabon Télévision ou Radio Gabon disposerait de ressources financières suffisantes, d'avoir des compléments de rémunération en interne. Et nous y travaillons. C'est une vraie revendication, c'est un vrai problème, mais je ne pense pas que le statut particulier serait la solution. Donc il reviendra aux entreprises d'attribuer aux journalistes un statut de fonctionnaire privé et partant de lui accorder des primes. C'est ce qui va se faire avec la réforme. L'option du chef de l'État sur la question, elle est simple, mais je vous la livre. C'est pour cela d'ailleurs que nous avons été amenés au niveau de Gabon Télévision, ça a été mal compris, mal interprété, à faire en sorte que le journal télévisé ne soit pas présenté par, on va dire ça, turnover, mais qu'il y ait de vrais présentateurs du journal télévisé. Pourquoi? Parce que la télévision est une usine à fabriquer des stars.
Parce que nous ne serons pas gênés demain, c'est l'option du chef de l'État, de voir qu'un bon présentateur du 20h est mieux payé que le directeur général de Gabon Télévision. Parce que lorsqu'on dit le journal de M. Mondjo, le journal de M. Mondjo attire la publicité. Donc autour de votre 20h, les gens viendront prendre de la visibilité. C'est cela qu'il faut rechercher. Malheureusement, ça n'a pas été compris et que chacun veut passer à la télévision, même lorsqu'il n'est pas doué de talent. Voilà, donc malheureusement. Monsieur le ministre d'État, je suis toujours présentateur du journal de 20h à Gabon Télévision, donc on peut croire que je vais attirer les annonceurs, pourquoi pas? Mais ça, c'est l'annonceur qui décide en fonction de vos talents. Ce n'est pas un décret. Cela fait 5 ans que le concours de la communication en partenariat avec la NBG, l'Agence nationale des bourses du Gabon, et les grandes écoles étrangères n'est plus organisé. Alors, il y a donc une question. Est-ce que cela voudrait-il dire que le Gabon a comblé la demande de journalistes, techniciens, producteurs? Non, cela ne veut pas dire cela. Cela veut dire que si vous avez suivi, nous avons reçu instruction de travailler à faire en sorte qu'il y ait au Gabon une école de formation de journalistes. Parce que ça coûte cher à l'étranger. Et parce que le retour n'est pas toujours celui qu'on attendrait. Et on a observé que plusieurs compatriotes qui sont rentrés de l'étranger, je ne doute pas de la qualité de leur formation, mais ne satisfont pas forcément aux canaux du métier. Et donc il s'agit également de créer chez nous des écoles de formation et nous avons été clairement mandatés à ce sujet. Si le concours n'est plus organisé, mais il y a encore des enfants qui rentrent de l'étranger et nous faisons l'effort régulièrement de les recruter à la fonction publique. On en a recruté quelques dizaines il y a quelques temps à peine. Le Gabon a essayé d'avoir sa propre école, bien son centre de formation des journalistes. Un département a été ouvert à l'université. Mais ça n'a pas duré, on n'a pas trop senti que cela fonctionnerait comme il se doit. Une fois que ce département a été ouvert, les médias qui sont censés recruter ceux qui sortent ont eux-mêmes contesté la formation qui a été donnée. Ils ont estimé que c'était trop théorique, qu'on formait plutôt des spécialistes en communication que des journalistes. Et donc l'État a entendu cette critique, l'État a pris en compte cette critique d'une part. D'autre part, il s'est trouvé que l'université a ses propres canaux pour décider d'un département. Et que là, malheureusement, on ne remplissait pas les critères pour être un département et l'université a décidé de fermer. Donc ce n'est pas le fait du gouvernement. Et pour répondre à ces difficultés, nous travaillons. On nous a déjà désigné des locaux. Nous sommes en train de travailler avec l'UNESCO, l'OIF, et je réunirai les responsables du ministère pour les curricula et faire en sorte que cette école ouvre ses portes et conforme et les journalistes et les techniciens aux nouveaux métiers qui sont les vôtres. Vous avez un délai pour... si vous permettez, c'est intéressant, le délai pour ouvrir... Le chef de l'État a demandé que ça soit fait en 2018. Nous essayons de tenir ces délais. Il en est de même par rapport toujours à la formation pour l'économie numérique. Cela nécessite quand même des hommes et des femmes bien formés. Je n'ai pas eu l'opportunité de définir ce que c'est le cloud et qu'est-ce que nous y faisons. Je vous en prie, on peut y aller. Hein, c'est l'occasion. C'est vite dit comme ça, cloud nuage, mais ce n'est pas fixé au ciel. C'est fixé quelque part sur Terre. Ce sont des data centers qui sont installés et nous avons pris l'option au Gabon de construire un data center national, ça veut dire un centre de stockage de données. Parce que vous avez l'obligation en tant que média public de stocker vos données, mais vous n'avez pas forcément la capacité. Donc nous avons identifié et le site et l'investisseur, on va être en partenariat public-privé. Donc pour le compte de l'État gabonais, ça va être le Fonds gabonais d'investissement stratégique qui va accompagner l'investisseur privé, ETIX. Nous avons travaillé avec des spécialistes pour implanter ce data center. Et donc, nous sommes aujourd'hui, j'ai commis une mission pour évaluer les besoins de l'État. Parce que, grâce à la loi que nous allons prendre dans quelques semaines, j'espère, nous allons contraindre des entreprises privées et publiques à stocker sur le territoire national. Pardonnez-moi, Monsieur le ministre d'État, est-ce que ce data center ressemblerait un peu à l'INA en France? Bon, l'INA, ce sera autre chose, mais c'est déjà le data center. Ce qui ressemblera à l'INA, c'est ce que nous travaillerons avec l'IGIS pour mettre en place un centre d'archivage. Donc vous, ce sera plutôt dans le centre d'archivage, mais vous avez des données au quotidien à traiter, à générer. Donc ce sera au niveau de ce data center qui va pouvoir stocker les données publiques, les données parapubliques et les données privées, de sorte que s'il arrive une catastrophe dans le pays, on puisse redémarrer aussitôt l'activité économique. Parce que la situation aujourd'hui, c'est que de nombreuses entreprises stockent leurs données à l'étranger, dans des clouds, comme vous le dites, mais ces données sont lisibles à l'étranger. Et donc, il n'y a pas de sécurité. Nous voulons sécuriser les données de notre économie, de notre pays, y compris les données à caractère personnel. Alors, comment former donc des hommes et des femmes pour pouvoir gérer cette structure-là? C'est une vraie gageure. Là aussi, on va les former localement? Non, mais d'abord, il ne faut pas négliger ce qui est fait localement. Il ne vous aura pas échappé que localement, on a formé des générations entières à IAI. Même si IAI connaît des difficultés aujourd'hui, donc localement, ce n'est pas forcément méprisable. C'est beaucoup plus l'informatique qu'on apprend à l'IAI.
c'est plus l'informatique qu'on y apprenait, mais l'informatique a mué pour devenir aujourd'hui économie numérique. Et donc, effectivement, c'est un vrai problème, la question des ressources humaines. Il y a l'INPT qui forme à des niveaux inférieurs, des niveaux, on va dire, de techniciens supérieurs. Mais il faut aller au-delà pour avoir des niveaux ingénieurs, des niveaux docteurs. Mais ça, c'est pour le moment à l'étranger que ça se fait. Et grâce à l'Alliance Smart Africa, dont le Gabon est membre, d'ailleurs membre fondateur, le président Ali Bongo, le président Kagame sont les membres fondateurs de l'Alliance Smart Africa, on a mis en place des bourses d'études au niveau, on va dire, des écoles spécialisées, des universités de pointe. Il y en a à Kigali, il y en a à Dakar, et nous travaillons actuellement avec le secrétaire permanent, M. Amadou Touré, à faire en sorte qu'au niveau du Gabon, on restitue l'IAI pour lui donner une vocation différente. Que ça ne soit plus seulement de l'informatique, mais qu'il y ait une autre vocation à IAI. Alors, les 3 secteurs dont vous avez la charge sont des véritables niches d'emploi. On parle aujourd'hui de l'industrie culturelle, de l'industrie de la communication, l'industrie de l'économie numérique, tout à l'heure nous en parlions. Mais quelle est la stratégie que l'État a mise en place pour créer et garantir l'emploi dans toutes ces industries-là, du moins ces 3 industries? Si vous voulez, je vais vous prendre un exemple pour illustrer. Vous imaginez l'industrie culturelle, création de musées aux normes internationales, cela voudrait dire qu'il y a de l'emploi. Et pour ça, il faut former des gens, un gestionnaire, un animateur culturel, même celui qui est chargé de la lumière dans ce musée. Vous voyez, ça va créer de l'emploi. Donc la question, c'est comment créer de l'emploi et surtout garantir cet emploi. La question du calendrier n'est pas déconnectée de la recherche de la création d'emplois. C'est au contraire un élément important dans la création d'emplois. Je viens nous parler des salles de spectacle. Les salles de spectacle, c'est fait pour générer de l'emploi. Et donc, c'est à la fois de l'emploi durable, mais aussi de l'emploi saisonnier, parce que dans ces domaines-là, il y a beaucoup d'emplois saisonniers. Lorsqu'on va relancer la fête des cultures, et qu'on met en place le carnaval, la fête des cultures, et que nous allons le faire chaque année, c'est un emploi qui va être généré autour de la question des intermittents, des opérateurs, de la sécurité, des secouristes. Donc, derrière un événement culturel, il y a de l'emploi. À côté de cela, dans la réforme qui a été menée avant mon arrivée au département ministériel de la culture, on a mis en place 3 grandes directions générales, dont une direction générale des industries culturelles, dont le métier justement est de créer l'écosystème pour créer de l'emploi. Mais encore une fois, se posera ici la question de la formation. Nous sommes en train de restituer l'ENAM avec le directeur général de l'ENAM, parce que c'est l'école qui est amenée à former dans ces différents métiers de la scène et du spectacle, y compris les métiers de l'art et de l'artisanat. Donc l'ENAM aujourd'hui ne répond plus tellement à ces critères et à ces préoccupations du gouvernement. Nous sommes en train de restructurer l'ENAM pour lui donner de la vigueur. Mais les missions que nous faisons à l'étranger, ce n'est pas pour aller se promener, c'est pour aller nous inspirer de ce qui s'y fait. Et nous sommes allés au Maroc et nous préparons une autre mission au Maroc de techniciens cette fois-ci pour voir comment est-ce que nous pouvons nous inspirer du cas marocain pour avoir une vraie industrie culturelle au Gabon. Mais ça va être fait avec la cinématographie notamment. Là, on parle de la culture en tant qu'expression scénique, mais il y a tout ce qui est cinématographie. Il y a même votre propre secteur d'activité, la production audiovisuelle qui va générer de l'emploi. J'étais en train d'indiquer qu'il fallait tout l'écosystème autour de la réforme pour permettre de créer cet emploi, sinon permanent, du moins saisonnier. Donc on doit comprendre par là, on doit comprendre, si vous permettez, par là, que le Gabon va avoir de grands événements culturels d'ici là. Il y a un calendrier, Aimé Manix-Monjo. À l'exemple du festival de Marrakech, le festival d'Angoulême de la bande dessinée, le festival de Cannes, ça devrait arriver d'ici là pour pouvoir donner de l'emploi. Je pense que si nous avions maintenu l'élan de la fête des cultures et fixé la fête des cultures à Libreville, il y a longtemps que Libreville serait devenue une destination s'agissant de la fête des cultures. Nous nous sommes trompés en voulant faire la fête des cultures une fête tournante à l'intérieur du pays. Chaque grande ville du Gabon doit avoir son rendez-vous culturel, son rendez-vous des événements qui feront que quand c'est Franceville, vous vous déplacez. Là, nous avons 2 projets importants. Nous voulons organiser au niveau du Haut-Ogooué un forum régional pour ce qui est du Ndjobi et des danses associées. Et nous organiserons dans le Nord également une rencontre pour ce qui est du VET et des éléments associés. Vous savez que le plateau Bateke va jusqu'à Kinshasa et que les danses culturelles Teke vont jusqu'à Kinshasa. Et donc, il s'agirait de voir comment est-ce que le Gabon peut se positionner comme centre à ce niveau-là, mais pas à Libreville. Et donc, ceux qui veulent regarder ces éléments iront à Franceville. Vous avez donc les transporteurs qui vont gagner de l'argent, les hôteliers qui vont gagner de l'argent, les restaurateurs autour d'un événement culturel. C'est comme cela que cela doit se passer. Tout ne peut pas se concentrer à Libreville. Nous allons aborder le volet cinématographique. Oui, merci Patricia. Directement comme ça, Monsieur le ministre d'État, quelle est votre vision du cinéma gabonais?
la cinématographie au Gabon a connu des heures de gloire. Et il y a eu ensuite des difficultés liées à un manque de suivi, à des sous-financements, à une bureaucratie qui s'est installée. Si nous voulons redémarrer avec la cinématographie, il faut distinguer l'organisation en termes de bureaucratie, donc de gestion de la question de la cinématographie, des producteurs eux-mêmes, des réalisateurs. Donc il faut les organiser. C'est ce que nous avons commencé à faire lorsqu'on a tenté de lancer le Kifilma. Bien. Et les artistes eux-mêmes nous ont dit ils ne peuvent pas tenir le rythme d'une édition chaque année. Il faut donc donner le temps de la production pour avoir une édition tous les 2 ans. Et nous y sommes. Il faut parvenir ensuite à financer. Et j'ai reçu en séance de travail le lundi le directeur général de l'UGIS avec qui nous avons discuté de ces questions-là. Dans le cadre de la redevance audiovisuelle, le ministère va faire des arbitrages. Il y aura la partie qui va concerner la radio et la télévision et la partie concernant la cinématographie. Mais nous allons vous expliquer ce qui se fait ailleurs. Appel à projet. Ça veut dire que le gouvernement veut promouvoir un certain nombre de secteurs d'activité, veut promouvoir la visibilité, par exemple, sur les parcs nationaux. Donc nous faisons appel à projet auprès de producteurs indépendants pour dire cette année, nous avons besoin de 5 documentaires sur des parcs, dont 2 animaliers si c'est possible et 2 sur la faune, sur la flore plutôt. À ce moment-là, des producteurs indépendants vont soumissionner et l'État paye. Nous n'avons plus aujourd'hui la possibilité de produire en direct. Il faut sortir de cette production pour 2 raisons. La première, c'est que le mode de gestion du budget, la fameuse BOP, est très contraignante. Et pour financer un film, puisque la BOP vous met à disposition les budgets au fur et à mesure que le Trésor dispose des ressources, et donc vous pouvez avoir 15% aujourd'hui, ensuite 3 mois plus tard, avoir 10 autres %. Or, un film, on vous dit qu'il coûte 700 millions. Mais il faut surtout s'organiser pour promouvoir le cinéma indépendant ou le cinéma fait par des personnes qui ne sont pas des fonctionnaires de l'État. Mais je dis encore une fois, c'est l'État qui doit impulser et nous avons là-dessus élaboré une stratégie pour impulser la cinématographie en attendant les salles. Parce qu'encore une fois, le cinéma, il s'exprime dans les salles. Donc, les salles dont nous parlons, ce sera à la fois pour le cinéma et pour les spectacles. Et nous allons remettre la production au cœur de nos engagements grâce à la redevance audiovisuelle. C'est la redevance audiovisuelle qui devra permettre de retrouver les fonds pour redynamiser ce secteur cinématographique. Vous savez comment ça devrait pouvoir fonctionner? L'intérêt d'avoir une ressource pérenne, c'est quoi? À partir du moment où l'État assure que vous avez 100 millions, c'est un exemple que je prends, vous avez 100 millions garantis par une redevance. Vous n'attendez pas que les 100 millions soient récoltés. Vous allez donc voir une banque, parce que c'est les banques privées qui financent également le cinéma. C'est une structure, c'est une industrie, c'est un produit. C'est un produit qu'on va financer parce qu'il va générer des recettes. Il faut que derrière ça, M. Monzo, nous changions de perception. Il faut que lorsqu'on fait un film, on ait à la clé la question de la rentabilité du film. Et donc, une fois que moi, État gabonais, pour le moment je suis là, ne prenez pas le moi en tant que personnel, une fois que l'État gabonais a fixé la redevance et a indiqué que pour l'IGIS, ça va être tel montant, il revient maintenant à l'IGIS, et on en a parlé le lundi, de faire en sorte d'aller voir les banques qui peuvent préfinancer. C'est ce que nous avons fait au niveau du gouvernement pour aider à organiser un tant soit peu Gabon Télévision et lancer Gabon 24. Nous sommes le près d'une banque privée. Et donc les banques privées sont là pour cela. Nous ne pouvons pas continuer à tout financer sur le budget de l'État, mais le budget de l'État va arriver en garantie pour permettre de financer le film qui a besoin de ressources disponibles immédiatement. Une dernière préoccupation avant de passer oui, bien sûr. Il y a des jeunes réalisateurs qui s'en sortent pas mal, sinon très bien, hein, mais malheureusement, ce sont des personnes qui se sont exilées, bien qui vivent à l'étranger ou qui développent leurs idées à l'international. Que vont-ils devenir, toutes ces révélations-là? Que vont-elles devenir ici, localement? D'abord, il ne vous a pas échappé que le ministère accompagne le festival qui est initié par Nadine Otsobogo à Franceville sur la cinématographie, les documentaires liés à l'environnement. Le ministère accompagne et nous sommes en contact permanent avec Nadine Otsobogo. Dans le cadre de la mise en place d'une chaîne Nature et Culture, nous verrons comment faire revenir ces talents, qui sont de vrais talents. Samantha Bivot, Nadine Otsobogo et d'autres. Nous les ferons revenir dans ce contexte-là. Mais, dans le même temps, tant que l'écosystème n'est pas bien organisé dans le pays, je comprends que les Gabonais aillent à l'étranger, là où pour le moment il y a tout cet écosystème, et il est important d'avoir une diaspora productive à l'étranger, à l'inverse des autres diasporas. Donc ces dames vont former prochainement?
J'espère Les révélations du Kifilma? J'espère qu'elles vont former. Nous sommes arrivés au terme de cette première partie de notre émission. Pour le second plateau, il s'agit donc du débat. Je vais vous inviter à l'inclède de Billy de me rejoindre sur le nouveau décor avec Charles Boukinda. Deuxième partie de notre émission, le Nzimba, c'est également le débat. Je vais l'annoncer en début de cette émission. Il va y avoir un échange direct entre notre invité et un contradicteur qui exerce dans le secteur de l'économie numérique. Et cet invité que nous recevons en cette deuxième partie, il s'agit de M. Charles Boukinda. Bonsoir. Bonsoir, madame. Je vais revenir brièvement sur votre parcours. Vous êtes diplômé de l'école polytechnique de Massoukou, de l'Institut national des sciences de gestion de Libreville. Vous avez également un MBA de HEC Paris et vous êtes cofondateur de l'entreprise Digitech Africa. Et c'est dans ce cadre-là que nous vous recevons, car il s'agit de l'entreprise qui aura permis à des milliers d'étudiants de s'inscrire en ligne à l'université Omar Bongo. Billing, c'est une PME gabonaise, c'est l'aventure de 3 Gabonais. Félicien qui travaille chez Gemalto, une entreprise donc, internationale aux États-Unis. Silver qui a travaillé au Gabon et qui travaille aujourd'hui entre le Gabon et la RDC, et moi-même, qui a été créée en 2014. Cette entreprise a développé une plateforme qui s'appelle e-billing, qui vient résoudre des problématiques de paiement mobile pour les commerçants. En fait, cette plateforme a donc été utilisée pour collecter les frais d'inscription pour l'année en cours à l'université Omar Bongo, indépendamment du moyen de paiement qu'utilise l'étudiant. Alors, le ministre Alain-Claude Bilé-Bizé nous l'a dit, l'économie numérique est là, mais qu'est-ce qui vous manque? Vous pouvez directement vous adresser à notre invité. Effectivement, des investissements importants ont été faits. Donc, nous avons des infrastructures aujourd'hui pour ce qui est de la fibre optique, dans le câble sous-marin, deux investissements, SAT3 et ACE. Est-il possible d'envisager au Gabon une école d'excellence dans le numérique? D'abord, je vous remercie et je vous félicite pour votre initiative. Et c'est une très bonne chose qu'il y ait dans le secteur du numérique des startups gabonaises qui se développent. Et franchement, je crois que de ce point de vue, nous n'avons pas du tout à rougir. Il nous faut effectivement lever un certain nombre d'obstacles. Et nous avons, pour ce faire, tenu d'importantes sessions. Quelques temps après ma nomination, nous avons tenu une table ronde du numérique au Gabon pour précisément mettre des acteurs autour d'une table avec le département ministériel et voir ces différentes problématiques auxquelles les uns et les autres sont confrontés. Nous avons également, dans le cadre du Haut Conseil pour l'investissement, j'ai passé, je crois, 2 journées au niveau de Agongé, discuter avec les opérateurs pour voir les problématiques que vous soulevez, qui sont des problématiques liées au parcours qui est le vôtre aujourd'hui. Il faut que dans ce secteur, comme dans d'autres, il y ait un certain nombre d'initiatives qui soient engagées, notamment en termes d'incitation. Incitation fiscale, incitation douanière, travailler à faire en sorte que les coûts soient abaissés, les coûts de connexion, les coûts des différents matériels, notamment les tablettes, les téléphones portables, les ordinateurs. Donc nous y travaillons. Nous avons travaillé récemment avec l'ARCEP pour faire baisser les coûts, pour faire en sorte qu'une certaine parafiscalité ne vienne pas plomber le secteur. C'est un engagement du gouvernement et nous le tiendrons. Vous évoquez la question de la formation. Il y a une initiative, vous l'avez souligné, Train My Generation. J'ai été à l'UNESCO récemment où j'ai rencontré le responsable de ce département qui s'occupe d'accompagner les États. Et nous allons regarder avec Mme Boukova avant son départ si on peut reconduire l'initiative. C'est une très bonne chose. Maintenant, il faut des formations plus pointues, plus spécifiques, parce que la vraie bataille, elle sera celle des contenus. La bataille de la technologie, on ne l'aura pas. La technologie, elle avance plus vite que nous. En revanche, des contenus adaptés à nos problématiques, il faut qu'on y travaille. Et aujourd'hui, chacun parle de e-banking, etc. Chacun se souviendra que c'est au Kenya que c'est né pour répondre à une problématique locale. Donc, effectivement, il y a la question de l'école d'excellence. Et dans le cadre de Smart Africa, il y aura dans quelques jours une rencontre à Kigali avec un conseil d'administration où ce problème sera posé. On a commencé par Kigali, il y a Dakar, il manque la zone Afrique centrale sur la côte ouest. Et nous nous positionnons pour essayer de travailler à faire en sorte que chez nous, on installe une école d'excellence. Digitech Africa est également confronté à des problèmes d'infrastructure. Oui, bien sûr. Je veux dire, quand on crée une entreprise dans le numérique, la première chose qui est importante, c'est de la nommer. Le point GA, qui est donc l'extension liée
à la réservation de noms de domaine pour le cas du Gabon, quand on est un entrepreneur, c'est un parcours qui est périlleux. Nous accompagnons énormément de petits marchands dans le développement d'interfaces pour commercialiser leurs produits. Et idéalement, ils doivent avoir une extension en .ga. Je prends un exemple, vous avez une boulangerie, boulangerie.ga, qui indique que votre entreprise donc, est hébergée au Gabon. J'ai reçu, il y a quelques jours, peut-être bientôt 2 semaines, le responsable de la NINF autour de cette question du .ga, en indiquant 2 problématiques simples. La première, c'est qu'il faut généraliser la question du .ga à toutes les administrations et faire en sorte que ça devienne une obligation. Mais il faut aussi qu'effectivement, le privé, le commerce soit référencé en .ga. Mais à côté de cette question de .ga, il y a les problématiques liées à la sécurité de ce .ga. Il y a les problématiques liées à la sécurité des transactions. C'est pour ça qu'au niveau du Conseil d'État, nous allons travailler sur 3 projets de loi très importants. Le projet de loi sur les transactions électroniques, parce que l'activité qui est la vôtre, le métier qui est le vôtre, nécessite des garanties de paiement, de sécurité de paiement. Donc, il faut un cadre législatif et réglementaire, nous y travaillons. Et ensuite, il y a la cybersécurité. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous avez ces plateformes, il y a la question du moyen de paiement ensuite. Et ce moyen de paiement, il faut qu'il soit sécurisé, il faut qu'il soit garanti. Et il faut surtout que vos plateformes ne fassent pas l'objet d'attaques. Et donc, il faut garantir tout ceci. Nous y travaillons. Nous tenons en compte vos problématiques. Mais ce qui va être essentiel, c'est de poser la plateforme de discussion entre le public et le privé pour résoudre ces problématiques-là. Et cette plateforme, nous l'avons mise en place. Dans un premier temps, c'est 1 fois par mois que nous nous rencontrons. La prochaine rencontre, ce sera à la fin du mois de mai. Mais à partir de la fin du mois de mai, nous partirons sur 1 fois par trimestre. Il serait intéressant qu'avec les services de mon département, vous soyez en contact pour qu'on pose ces problématiques et qu'on regarde la réglementation. Qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a amélioré pour encourager des champions nationaux. Nous sommes là pour les porter. Nous ne sommes pas du tout là pour poser un obstacle, bien au contraire. Et c'est essentiel d'avoir en face de nous aujourd'hui un Gabonais qui aurait pu faire autre chose avec des études qui ont été les vôtres, avec votre carrière professionnelle. Vous avez choisi de vous intéresser à ce département, ce secteur important de notre économie. Nous avons donc le devoir de vous accompagner et nous le ferons. Vous avez évoqué un point qui est extrêmement important, c'est celui du moyen de paiement. Aujourd'hui, ce moyen de paiement est, pour ce qui est du paiement mobile, offert sur le marché gabonais par 5 opérateurs, dont 2 banques. Pour un opérateur économique gabonais, l'accès à ces plateformes aujourd'hui est complexe. Complexe d'un point de vue de la confiance de ces mastodontes donc, qui offrent ces solutions de paiement et accès aussi en termes de réglementation. Comment est-ce qu'on oblige, bien sûr en respectant un certain nombre de règles, ces opérateurs économiques à accepter les entreprises gabonaises de petite taille, à s'interconnecter avec leurs infrastructures. Mais tout à fait. Là, encore une fois, mais sans anticiper sur le débat qui est le nôtre, j'ai reçu lundi l'opérateur public. Il est vrai qu'il a un certain nombre de difficultés, mais ce que nous voulons faire, c'est segmenter le marché. Faire en sorte que les petites entreprises accèdent à ces moyens de paiement, mais par des canaux sécurisés, par des plateformes sécurisées, par des banques également, qui vont devoir ouvrir un certain nombre de guichets pour les petits commerçants. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, les banques ont des canaux de fonctionnement qui, malheureusement, ne prennent pas en compte ce segment-là. Mais nous sommes contraints d'y travailler. Mais encore une fois, vous voyez, si nous restons chacun de son côté, on ne trouvera pas de solution. Il faut donc qu'on se parle. C'est vous qui êtes sur le terrain, c'est vous qui rencontrez les difficultés. Il faut nous les remonter pour que nous qui faisons la réglementation, on prenne en compte les réalités de terrain pour les adapter à la réglementation. Le numérique est un secteur d'avenir et vous le savez comme moi. Le numérique est potentiellement générateur d'emplois. Le numérique est une question de talent et la question des contenus va être la question essentielle. Donc, il faut que des jeunes Gabonais se sentent en confiance. Il faut qu'ils se sentent accompagnés. D'où le projet des incubateurs qu'on va mettre en place avec la Banque mondiale, mais avec d'autres, pour aider à faire en sorte qu'il y ait un encadrement pour que les uns et les autres s'intéressent à ce secteur qui est un secteur fondamental et un secteur d'avenir. Encore une fois, félicitations de vous y être lancé, mais j'espère que l'aventure va durer. Parce que là aussi, souvent on se lance et dès qu'il y a des difficultés, on abandonne. Il faut pouvoir insister. Vous parlez d'incubateur national. Aujourd'hui, il existe déjà un écosystème. Nous avons des ONG, des associations, pour en citer quelques-unes, Lab, Glab, CW, ACT, l'APJA. Mais il y a également des structures un peu plus organisées comme GIE Gabon qui accompagne les entrepreneurs. Comment est-ce qu'on s'assure que ce nouvel outil qui va être donc l'incubateur national vienne s'agréger avec cet écosystème qui existe déjà, avec un travail qui est déjà réalisé sur le terrain? Mais cet écosystème va être en relation et va être fournisseur de cet incubateur. Parce qu'aujourd'hui,
parce que nous ne l'avons pas fait, chacun s'est organisé. Il ne s'agit pas de mettre un terme à ce qui s'est déjà organisé. Il s'agit là aussi de mieux structurer, de mieux accompagner, mais avec un référent qui va être l'incubateur national. Mais encore une fois, la présence de l'incubateur national ne signifie pas la fin des autres, bien au contraire. Mais vous voyez, sur cette question de l'accompagnement, moi je me suis rendu à Djie rencontrer des jeunes opérateurs, des jeunes start-upers comme ils s'appellent eux-mêmes, parce qu'ils adorent là-dedans un langage un peu particulier à eux. Et j'ai vu ce qu'ils font. Et j'ai vu que beaucoup se sont battus pour avoir les premiers financements. Et qu'il leur manque parfois, ici, 10 millions, là 15 millions, là 25 millions, pour lancer une véritable entreprise qui peut générer de l'emploi. Eh ben, ce sur quoi nous travaillons, c'est au niveau du département ministériel qui est le nôtre aujourd'hui, contribuer à mettre en place un fonds de développement pour ce qui concerne ce secteur d'activité. Mais un fonds auquel on accède parce qu'on a déjà soi-même manifesté un réel intérêt, et pas uniquement en créant, mais aussi en apportant soi-même une part du financement. Donc ça, nous y travaillons. Mais les incubateurs qui existent déjà sont véritablement à encourager. Et je me suis personnellement rendu au siège de Djie pour voir ce qui s'y fait. Merci pour ces éclaircissements. Monsieur Boukinda, une dernière question. Oui, on a parlé, j'ai vu dans la première partie de l'émission, parler du statut particulier de journaliste, statut particulier des artistes. Est-ce qu'il serait envisageable un statut particulier de l'entrepreneur dans le domaine du numérique ? Avec bien sûr des implications fiscales, d'accès aux centres de données, des choses comme ça. Absolument. Je vous ai indiqué que cela faisait partie des recommandations au niveau du Haut Conseil pour l'investissement. Mettre en place un statut pour celui qui démarre, ensuite celui qui est moyen, avant qu'il ne vole de ses propres ailes. Mais il faut véritablement accompagner. Vous voyez, vous mettez en place une entité dans un environnement qui rentre en confrontation avec les gros opérateurs internationaux. Et vous essayez de survivre dans cet environnement très, très, très difficile. S'il n'y a pas un accompagnement de l'État, c'est très compliqué. Et donc, nous voulons mettre en place des mécanismes pour avoir de vrais champions nationaux, mais qui vont attaquer également le marché sous-régional qui est aujourd'hui vide. Et c'est un marché qu'il faut véritablement attaquer grâce à l'infrastructure qui a été mise en place au Gabon. Mais là, maintenant, il faut passer à l'étape des services et des contenus grâce à ceux qui se développent comme vous, à ceux qui y croient, mais il faut qu'on s'accompagne. Et ça, nous sommes disposés à le faire, dans un vrai partenariat. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin du monopole de Gabon Télécom? Mais Gabon Télécom ne va pas dans ce secteur-là. Là aussi, il faut comprendre la segmentation. Gabon Télécom, aujourd'hui, nous l'avons accompagné, encouragé à fournir la fibre optique par voie aérienne pour amoindrir les coûts. Mais pas parce que Gabon Télécom, si nous l'accompagnons, c'est parce qu'on veut amoindrir le coût de l'utilisateur final. Voilà. Et aujourd'hui, on a réussi à abaisser quand même les coûts de connexion, mais on peut abaisser davantage parce qu'il va y avoir la concurrence dans le secteur. Mais Gabon Télécom se garderait bien d'aller dans le secteur à eux parce qu'il faut laisser la place à tout le monde. Merci Charles Boukinda, vous restez avec nous. Alain-Claude Billy-Bizet, d'autres concitoyens ont des questions et vous savez que notre émission est également suivie sur les réseaux sociaux. Je vais tout de suite vous poser la question de Johan, le Saoudien, qui vous demande ce qu'il en est du CICIBA, monsieur le ministre d'État. Le CICIBA a été relancé, mais il est vrai que le CICIBA connu des Gabonais, c'est un peu ce chantier abandonné du côté de la zone nord de Libreville. Mais le chef de l'État a tenu à relancer le CICIBA dans de nouveaux locaux, non loin du pont de Guégué. Nous avons lancé le CICIBA au mois de janvier. Et là, précisément, le CICIBA est partenaire avec nous pour les journées des afro-descendants. Pierre Kenney, une deuxième question. On vous pose la question, que devient le dossier de la main-d'œuvre non permanente? La main-d'œuvre non permanente dans les médias. À Gabon Télévision, voilà. À Radio Gabon ou ailleurs, je ne sais pas. Mais une décision a été prise au niveau du gouvernement, c'est de faire en sorte qu'on parvienne petit à petit à intégrer pour ceux qui sont en position de l'être. Et nous avons, dans le cadre de Gabon Télévision, Radio Gabon et l'AGP, réussi, avec le concours du ministère du Budget et de la Fonction publique, à intégrer quelques dizaines de compatriotes, à peu près 150 compatriotes. Je pense que c'est une très bonne chose. Enfin, Sylvain Bouanga a écrit « Quel est votre plan en ce qui concerne la situation des ex-agents de Gabon Télécom du plan social de 2008 mis à la disposition de votre département ministériel ?» J'ai rencontré ces personnels à travers leur syndicat. Plusieurs problématiques se posent. Il y a ceux qui sont aujourd'hui devenus fonctionnaires. Ils l'étaient déjà. Ils ont été intégrés à mon département ministériel. Ceux d'entre eux qui sont des techniciens des télécoms, nous sommes en train de travailler avec le ministre du Budget pour voir comment on les redéploie dans le cadre de la meilleure gestion des communications et surtout la maîtrise
des coûts de communication au niveau de l'administration. Donc ça, c'est un premier problème. Le second problème, c'est les réclamations qui sont faites autour de la question du plan social. Là-dessus, c'est avec le ministère de l'économie que nous travaillons. Mais encore une fois, on ne va pas payer 1000 fois le plan social. Là aussi, il faut quand même que ça s'arrête à un moment donné. On a payé le plan social de Air Gabon pendant des années. On continue à payer le plan social de l'Octra depuis des années. Il faut qu'à un moment donné, ça s'arrête et que l'État décide de mettre un terme à cette façon de faire. Alors, une tradition, avant votre mot de fin, Alain-Claude Billy-Bidé, la tradition dans le Ndimba, c'est notre page culturelle en partenariat avec le musée national. Je vais vous présenter le Biéri, cette statuette fan utilisée pour le culte des ancêtres. Donc ce culte se caractérise par le prélèvement et la conservation des reliques des morts importants de la famille. Ça vous parle? Oui, ça me parle, mais ce n'est pas tout à fait courant comme objet. Ça, c'est un objet qui a de fortes valeurs symboliques. D'ailleurs, l'administration coloniale a combattu la pratique, mais je crois qu'il y a encore des familles qui conservent aujourd'hui cette tradition. Alors, quand même usuelle cette fois-ci, la canne. Portée par les hommes, elle symbolise l'autorité dans un certain cas et voire une arme de défense. Absolument, mais quelques femmes qui ont intégré le cercle des hommes ont également été autorisées parfois à porter cette canne. Et puis ce piège qui permet donc de capturer des petits rongeurs au cours des chasses ou voire dans les plantations. Vous savez, les Gabonais ne le savent pas, mais le Musée national dispose de plus de 3000 pièces qui font partie de notre patrimoine, de notre manière de vivre, savoir-faire. Et nous travaillons dans le cadre du département ministériel qui est le nôtre à mettre en place très prochainement le Conseil national des rites et traditions. Parce qu'il faut renouer avec les rites et traditions pour refonder les valeurs qui nous sont propres. Et l'art gabonais s'exporte également bien. Et on va vous présenter le masque Ngil. Ce masque justicier, il intervient pour établir l'ordre dans les villages. C'est un masque qui me parle beaucoup et auquel je suis très attaché parce que c'est un masque régulateur social. Il ne s'attaquait pas aux gens n'importe comment, il s'attaquait surtout à ceux qui avaient brûlé l'interdit, ceux qui avaient eu des comportements déviants dans la société. Le masque Ngil était une forme de régulateur. Et il me semble utile de revenir à une forme de régulation sociale aujourd'hui par la tradition, par les cultures. Merci, Monsieur le ministre de la Culture et des Arts. Nous sommes arrivés au terme de nos... Juste une dernière chose. Le masque Ngil, comme d'autres masques africains, ont fait partie de ceux qui ont beaucoup influencé le grand peintre français. Oui, le Picasso, cubisme. Pas seulement le Picasso. Et beaucoup pensent que le célèbre tableau Les Demoiselles d'Avignon aurait été fortement inspiré des masques gabonais dans le Ngil. Très bien. Alors, 90 minutes, c'est vite passé. Je vous donne l'occasion de nous dire qu'est-ce qu'il faut retenir de votre passage dans le Ndimba. La volonté qui est celle des plus hautes autorités d'encourager les secteurs d'activité importants comme le numérique. Je vous ai indiqué un chiffre, 5% aujourd'hui du PIB, la volonté de passer à deux chiffres, 10 à 11 voire 12%. Il y a des pays africains aujourd'hui qui sont à 15%, d'autres approchent les 20%. Il n'y a aucune raison qu'avec l'investissement qui a été le nôtre, on n'y parvienne pas. Mais on va y arriver en encourageant ceux qui s'installent dans le secteur, en les accompagnant. Ensuite, il y a le calendrier annuel des événements culturels. Il est important que les Gabonais renouent avec leur culture. La fête des cultures cette année, c'est la célébrée autour de la question de la diversité culturelle et de la cohésion nationale. Nous avons une diversité culturelle, mais qui fait en sorte que chaque week-end, lorsqu'il y a des célébrations de mariage traditionnels, les Gabonais, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, sont heureux de célébrer leur culture et c'est une très bonne chose, leur offrir ces opportunités. Et enfin, créer, que ce soit pour l'économie numérique, pour la communication, pour la culture, des écosystèmes nécessaires à leur développement parce que tous ces secteurs sont générateurs potentiels d'emplois. Et il faut vraiment les considérer comme des secteurs d'avenir et ce sera notre gage. Merci à Alain-Claude Billy-Bidé d'avoir accepté notre invitation. Dans une quinzaine de jours, un autre membre du gouvernement sera avec nous sur ce plateau. Ensemble, nous allons commenter son actualité et revenir sur les réformes en cours dans son département. Merci à l'ensemble de l'équipe technique. Vous retrouvez le Ndimba sur les différents réseaux sociaux et à très bientôt.